Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Je suis en compagnie de Théo, Shai étant en partance pour New York où il va pouvoir passer quelques vacances et vivre le début de la saison. La saison qui commence justement ce soir avec un match des Knicks. Il y aura Boston contre New York à Boston avec évidemment la remise du trophée, enfin des bagues. Et ensuite un choc entre les Lakers et les Timberwolves. Mais avant le coup d'envoi de la saison, on va parler prolongation de contrat parce qu'il y a justement eu un petite salve de prolongation hier, Théo, enfin dans la nuit en tout cas de lundi à mardi. On peut commencer peut-être avec celle d'Aaron Gordon. C'est le seul joueur qui n'était pas à l'issue de son contrat le rookie qui a été prolongé hier. Aaron Gordon qui prend pour 4 années de plus, 133 millions avec les Nuggets. Denver qui sécurise son troisième joueur majeur, je dirais, et qui est assuré maintenant d'avoir Jokic, Murray et Gordon au moins jusqu'en 2027, voire 2028. Ouais, voilà, c'est exactement ça. En gros, c'est les Nuggets savent que rien n'est possible sans ce trio qui, au-delà d'être performant, est vraiment peut-être l'un des plus complémentaires de la ligue. Aucun joueur ne marche sur les pieds de l'autre. Donc voilà, je pense qu'avec c'est une décision assez logique. Je pense que le contrat signé par Aaron Gordon est à la hauteur de son talent et de son impact sur l'équipe. Maintenant, voilà la question. Ça permet à Denver d'avoir ce trio en place pour les prochaines années et de pouvoir faire les ajustements nécessaires à la marge ou autour de ce trio. Mais effectivement, tu vois, dans la logique, on aurait dû dire que le trio, c'était avec Michael Porter Jr. Je pense qu'effectivement, la stabilité de l'équipe, c'est surtout Murray, Jokic et Aaron Gordon au bout du compte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et voilà, on peut laisser partir des joueurs à la marge. Au final, du côté des Nuggets, on n'est pas prêt à tout pour les re-signer, quand ce soit les Bruce Brown ou Kentavious Caldwell-Pope. Mais on sait fixer les priorités. Et là, clairement, tu as Jokic, tu as Murray. Il fallait prolonger Gordon. Il a accepté de opt-in sur la saison suivante, pas celle qui s'apprête à démarrer, mais l'autre. Donc, les Nuggets ont encore un peu de flexibilité financière pour la saison 2025-2026, parce qu'il sera payé entre guillemets que 23 millions. Bon, à l'échelle d'Aaron Gordon, au final, c'est pas tant que ça. Et en échange, il a reçu une player option et un trade kicker. Donc, si jamais Gordon venait à être échangé, si Denver prenait une autre route, lui, voilà, ça lui fera. Je crois que c'est 15% les trade kickers. Tu récupères quand même une belle somme en prime. Donc, ça, c'était pour le petit échange de bons procédés. On peut peut-être parler des prolongations des contrats rookies, parce que finalement, Gordon, c'est une bonne nouvelle pour Denver, mais c'était pas si surprenant. D'ailleurs, les prolongations rookies sont pas forcément surprenantes non plus. On peut parler de celle des Rockets, Théo. Ouais. 185 millions sur 5 ans pour Alperen Sengun et 106 millions sur 3 ans pour Jalen Green. Les Rockets gardent leurs deux jeunes majeurs. On se demandait s'ils allaient le faire. Au final, ils ont attendu la dernière minute. Ouais, ce qui est intéressant au bout du compte, c'est qu'on savait que les Rockets étaient en train d'évaluer un petit peu le niveau des talents qu'ils avaient sous la main pour voir un petit peu sur qui pouvoir miser. Pas étonnant que Sengun, donc 185 millions sur 5 ans, c'est le contrat le plus long et le plus élevé qui a été signé là, parmi les prolongations de rookies qui sont tombées dans la nuit. C'est pas étonnant. Je pense qu'effectivement, c'est le joueur le plus sûr de cette QV. Ce que j'ai trouvé, enfin de cette QV pour les Rockets, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la structure du contrat de Jalen Green parce que c'est quand même un joueur qui reste énigmatique. Le talent est indiscutable. L'impact est fluctuant et on ne sait toujours pas vraiment à quoi on a affaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que les Rockets doivent se dire aussi parce que finalement Jalen Green qui a re-signé entre guillemets que pour 106 millions sur 3 ans, mais la chose intéressante c'est qu'au bout du compte il a une player option au bout de la troisième année. Ça fait que si jamais il est vraiment super performant dans les 2 prochaines saisons, il sera le mieux à même de pouvoir renégocier son contrat à la hausse et potentiellement d'aller chercher d'être celui qui gagnera le plus d'argent parmi les rookies qui ont été prolongés hier. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça donne un peu l'impression de ce contrat, la manière dont il est structuré, c'est bah vas-y, prouve-nous alors. Prouve-nous que tu es vraiment ce gars-là. Tu vois, bien sûr que sur le terrain, Sengun a plus montré que Jalen Green pour l'instant, mais les Rockets terminent fort la saison avec Jalen Green. Donc lui, ses agents, par exemple, auraient toujours pu jouer le truc de bah non, mais on ne sait pas encore vraiment qui c'est la star de l'équipe. Est-ce que c'est vraiment Sengun ou est-ce que c'est moi? Là, Sengun, il prend plus d'argent en total, tu vois, 185 millions. Et là, il y a ce côté, bah ok, tu peux être un joueur majeur chez nous, bah prouve-le nous. On tient quand même à toi vu qu'on te donne quand même 100 millions sur 3 ans.
on te donne cette possibilité de re-signer plus tard, et lui, ça lui laisse aussi peut-être une porte de sortie aussi quelque part. Tu vois, il y a un peu tout le monde qui sent, un peu comme tu as dit, voilà, on ne sait pas encore exactement quelle est ta place, quel est ton rôle. Alors que pour Şengün, voilà, c'est acté. On sait que ce sera la pierre angulaire des Rockets. On te donne 185 millions sur 5 ans. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est celui qui a le plus pris parmi les rookies hier. Ouais, pour Jalen Green, ça lui donne aussi une valeur sur le marché des échanges qui est pas inintéressante parce qu'au bout du compte, son contrat sera très correct et une équipe qui veut se relancer pourra se dire aussi, bon bah nous on va tenter le coup, on pense qu'il y a un vrai joueur là-dedans et finalement même chose, si jamais ça paye pas complètement, c'est pas une prise de risque énorme. Donc je trouve que c'est plutôt malin de la part des Rockets. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a de la flexibilité pour la franchise, il y a de la flexibilité pour le joueur, quoi. Parmi les joueurs qui ont prolongé, Jalen Johnson, 150 millions sur 5 ans aux Hawks. Je pense pas de surprise, c'est quand même vraiment un joueur intéressant. Le fait qu'il prenne autant d'argent me choque. Enfin, autant d'argent, ça fait 30 millions la saison à peu près, du coup, en lycée, en moyenne. 150 millions aussi pour Jalen Suggs. Ça, c'est peut-être un peu plus surprenant, Théo, on en parlait en off, sur le fait qu'il ait pris finalement autant d'argent que Jalen Johnson. Ouais, c'est ça, parce que alors c'est vrai que Jalen Johnson, c'était une des, alors je vais pas dire surprise, mais révélation finalement de la saison dernière. Je pense en NBA, voilà vraiment un joueur qui a montré qu'il était de quoi il était capable. Je pense que du côté des Hawks, encore une fois, on n'arrête pas de le dire finalement depuis les échanges qui ont eu lieu cet été, mais j'ai l'impression que la structure de l'équipe se dessine de plus en plus, de plus en plus clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé Jalen Suggs dans ce qu'il est devenu. J'étais un peu sceptique à sa draft, je te le cache pas, Antoine. Et c'est vrai que j'ai été surpris finalement de voir que les deux joueurs récupéraient le même contrat, parce que autant Jalen Suggs est devenu un élément clé et important de cette jeune équipe d'Orlando, autant j'avais l'impression quand même que de ce qu'on avait pu voir de Jalen Johnson, ça le plaçait à un niveau peut-être supérieur, un cran au-dessus. Bon, après, chaque équipe négocie avec ses joueurs, c'est pas forcément... t'es pas en train de forcément donner pile l'argent en fonction de ce qui a été donné à côté, mais au bout du compte, j'étais surpris de voir que les deux joueurs étaient sur le même plan, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression que Jalen Suggs, par exemple, ça peut devenir ton Derrick White un jour, tu vois, un joueur dans ce moule. Donc, ta quatrième option sur le papier, ton quatrième meilleur joueur sur le papier, qui peut-être des soirs sera plus que ça, tu vois, mais on va dire, si on était sur une équipe qui veut absolument gagner le titre, peut-être Jalen Suggs serait le quatrième meilleur joueur. Alors que Jalen Johnson, il y a encore un monde où on peut se dire qu'il serait plutôt le troisième meilleur joueur, tu vois. Je ne sais pas si Jalen Johnson deviendra un All-Star, mais il est plus proche de ce potentiel-là, je dirais a priori, que Jalen Suggs. Donc c'est vrai que les deux aient le même contrat et le même salaire. Bon, après c'est aussi peut-être des dynamiques de franchise, mais c'est vrai que le Magic va devoir encore prolonger Paolo Banchero. Euh, oui, Franz Wagner a déjà eu sa prolongation, mais voilà, il y a beaucoup d'argent à donner parce qu'il y a beaucoup de jeunes du côté du Magic et il faudra bien choisir. Donc voilà, Suggs, pour le coup, on sait qu'il a été prolongé et c'est vrai que 150 millions, à voir ce que ça va donner, quoi. Après, dans les deux cas, effectivement, c'est des bons jeunes joueurs qui sont bien intégrés dans leurs équipes. Donc, il y a aussi, ce que tu disais, une espèce d'idée de préserver un petit peu ce qui est en train d'être construit. Et la valeur de ces contrats ne sera pas handicapante pour les franchises, parce que voilà, dans tous les cas, en fait, c'est des joueurs qui seront intéressants, qui ont montré que c'était des vrais joueurs NBA qui peuvent avoir un rôle. Donc, limite, j'ai l'impression que c'est un petit peu au-delà de l'aspect purement sportif. Il y a l'aspect gestion d'assets, en fait, en se disant, bon, bah voilà, ça, on le met de côté, on l'a de côté, c'est garanti pour 5 ans si on a besoin de bouger des choses. Donc, voilà, tous ces contrats me semblent quand même très logiques au bout du compte. Yes, et il y en avait un autre, c'est Trey Murphy qui a pris 112 millions sur 4 ans. Trey Murphy, un joueur qu'on aime beaucoup tous les deux pour le coup, duquel on attend beaucoup. Je pense que lui aussi, il y a le potentiel pour se rapprocher du niveau All-Star. Alors peut-être pas de devenir All-Star, mais euh, je pense que s'il avait un peu de place à un moment à New Orleans, peut-être que ce joueur-là, ouais, serait proche des 20 points par match. Et du coup, 112 millions sur 4 ans, pareil, pas de surprise sur le fait que les Pelicans tiennent absolument à le garder, surtout avec la situation contractuelle de Brandon Ingram, qui joue plus ou moins au même poste, qui lui est en fin de contrat et susceptible aussi même, par exemple, d'être échangé ou prolongé pendant la saison. Ouais, bah Trey Murphy, on en a parlé à plusieurs reprises, Antoine. Moi, j'adore ce joueur. C'est vrai que la dernière année a été très compliquée pour lui, parce qu'en fait, au moment ou en tout cas, moi, j'imaginais qu'il pourrait vraiment franchir le cap dont tu parles. Il y a une saison très compliquée pour lui avec des blessures, une situation des Pelicans qui est toujours très floue. Là, la saison va reprendre, il est déjà blessé. C'est
C'est, je pense, ce qui explique que finalement, il est pas signé pour plus d'argent. Parce que il est sur le point de pas. Tu peux te dire, il est sur le point vraiment de devenir un joueur majeur. Et en même temps, il y a cette année qui a été vraiment complexe. Et voilà, c'est. Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais c'est un petit peu inquiétant, je trouve, quand tu vois, il y a beaucoup de temps qui passe au moment où un joueur est censé Mm. franchir le fameux palier que tu attends. Donc, j'espère vraiment que ça va être l'année de la confirmation pour Trey Murphy et qu'il va pouvoir s'affirmer. Mais si il est sur le terrain, je trouve que c'est vraiment un joueur qui a énormément d'atouts pour devenir une espèce de, enfin, même pas une espèce de, tu sais, l'ailier moderne par excellence, quoi. Enfin, l'extérieur par excellence qui défend dur, qui est fort en attaque, qui est adroit à 3 points, qui est athlétique. Il a tout ça en main, donc ouais, j'espère que ça va payer pour lui cette année. Yes, ouais, je partage tout à fait ton avis. On peut parler aussi d'un joueur qui justement n'a pas été prolongé, parce que c'est une info au même titre au final. Les Warriors n'ont pas donné d'extension à Jonathan Kuminga. Ouais, Alors, ça ne veut pas dire que les Warriors ne comptent pas forcément sur Jonathan Kuminga. Là, ça fait 3 ans que Jonathan Kuminga est en NBA. À l'issue de la 4e année, les rookies peuvent. Pardon, je dis 3 ans, ça fait 4 ans maintenant. Je perds le fil. 2021, ça fait 3 saisons, c'est bel et bien ça. Donc oui, pardon, ça sera sa 4e saison. J'étais en une train de me saison, dire, ouais. c'est au bout de la 4e saison qu'ils peuvent être agents libres. Donc là, Jonathan Kuminga qui n'a pas été prolongé, l'été prochain, il est free agent, mais il n'est pas complètement free agent. Il est free agent protégé, c'est-à-dire que les Warriors peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre qui sera faite à Jonathan Kuminga. Donc ils ont encore la main sur Jonathan Kuminga, mais généralement les franchises évitent de passer par là parce que déjà les joueurs peuvent le prendre comme un affront, et puis derrière tu peux te retrouver à t'aligner sur des contrats un peu dangereux, un peu trop élevés, ou à l'inverse, juste laisser filer ton joueur, quoi. Ouais, c'est vraiment une situation dans laquelle qui est pas confortable pour les franchises. Parce qu'en fait, moi je trouve que c'est plutôt la bonne décision du côté des Warriors. Parce que un petit peu, enfin, je sais toujours pas vraiment ce qu'est Jonathan Kuminga, honnêtement, Antoine. Là, visiblement, les différences, enfin, ce qu'ils attendaient, les deux parties étaient trop éloignées pour pouvoir se retrouver au milieu. Jonathan Kuminga a vraiment le sentiment d'être un joueur au potentiel de All-Star en devenir, donc d'une star de la ligue en gros. Et je pense que les Warriors sont pas tout à fait sûrs que ce soit le cas. Moi, personnellement, je suis pas tout à fait sûr que ça soit le cas non plus. Donc, le fait d'attendre toute une saison pour voir ce qu'il en est, en sachant que de toute façon, tu pourras prolonger, d'un point de vue euh, business et organisation, je trouve ça logique, quelque part. Je trouve ça me choque pas. Par contre, ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est la manière dont le joueur prend ça. On sait qu'entre lui et Steve Kerr, c'est pas forcément toujours l'entente idéale. Donc ça veut dire que tu pars dans une saison où il y a quand même un joueur qui va jouer pour l'équipe bien sûr, mais beaucoup pour lui aussi, avec le sentiment peut-être de ne pas être apprécié à sa juste valeur. En termes de cohésion de groupe et cohésion d'équipe, c'est vraiment pas simple. Et on a déjà vu des joueurs qui de toute façon donc, faisaient une grosse saison, re-signaient avec un gros contrat, avec une grosse extension avec le club qui détenait leurs droits, et finalement un an plus tard demandaient à se faire échanger ou finissaient par partir. Donc la situation est pas optimale, je pense, pour les Warriors. Et en même temps, je comprends complètement la décision prise par le front office. Ouais, moi aussi, à partir du moment où Kuminga, il voulait le max, c'est ce qui avait tourné un peu dans la presse, ou en tout cas tu vois, je lui aurais pas donné le même montant que Alperen Sengun, quoi. Je peux pas donner 185 millions sur 5 ans à Jonathan Kuminga. Un peu comme toi, je sais pas encore ce que ça vaut. L'échantillon où Kuminga est proche du niveau All-Star, il est même pas au niveau All-Star, mais proche du niveau All-Star, c'est entre février et avril, quoi. C'est 3 mois sur une saison. Après, ses partisans pourront dire, ouais, mais en même temps, avant, il n'avait pas vraiment l'opportunité. C'est la seule fois où Steve Kerr lui a vraiment donné une opportunité. Mais un peu comme toi, j'attends de voir, je demande des confirmations. Pour les Warriors, je me demande, est-ce que c'est plus simple de l'échanger maintenant à tout hasard? Enfin, tu vois, son salaire est plus bas, donc techniquement, si tu veux respecter l'équilibre des salaires, tu récupères pas forcément un très bon joueur en l'échange de Kuminga. Mais si là, les joueurs prolongés, je pense qu'ils ont, je dis peut-être une bêtise, mais je pense qu'ils n'ont pas le droit d'être transférés avant 2 mois. C'est Donc là, souvent comme ça. ouais, Ouais, il me semble que mais c'est 2 mois. je serais étonné que les Warriors cherchent à l'échanger parce que je pense malgré tout que les Warriors croient en fait en son. Je pense qu'ils pensent quand même qu'il y a un vrai joueur, qu'ils ont un vrai joueur.
Et là, pour le coup, si tu l'échanges contre une faible monnaie d'échange et que derrière il explose, t'as vraiment tout perdu. Tu vois, moi, je serais vraiment étonné qu'il soit échangé avant la fin de la saison. Je pense que la saison va se jouer en fait avec lui et que voilà, c'est en fonction de comment ça se passe. Après, on sait comment c'est. Hein. Si effectivement il est très bon, que il est dans une franchise qui est quand même plutôt bien gérée, que tout le monde le sauce un petit peu, qui devient Mm. on dit ouais, ça va être lui qui va prendre la relève quand Curry machin, etc. Et qu'à la fin de l'année il lui offre un très beau contrat. C'est pas impossible que ça se passe très bien. On sait comment ça se joue. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, de toute façon les Warriors, tu l'avais dit dans un CQFR précédent, ils vont s'assurer que Stephen Curry porte leur maillot jusqu'au bout. Et en même temps, ils veulent quand même pas trop hypothéquer l'avenir. Donc je pense que voilà, ces mesures de précaution, je les trouve assez logiques finalement, encore une fois, du côté de Golden State. Yes. Allez, on peut changer complètement de sujet et parler de Victor Wembanyama. Il y avait un échange entre Wembanyama et les journalistes français à San Antonio que j'ai trouvé intéressant. C'est celui où Victor Wembanyama réfute le fait qu'il aurait pris 11 kilos sur l'année écoulée. Euh, quand on lui présente ça, il dit non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une fake news. Et il explique que le but est plutôt de prendre entre 1 et 5% de son poids chaque année. Et chez moi, perso, Théo, j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouve que ça montre encore une fois que la progression physique, je ne parle même pas de la progression technique, mais que la progression physique de Wembanyama est très très bien réfléchie. Et voilà, parce que lui, il le dit tout de suite, il dit non, mais c'est impossible de prendre 11 kilos en un an sans se blesser. Ouais, mais en fait, déjà, on avait été un peu sceptique quand la news était tombée. On s'était dit, non, c'est pas possible. Ou alors, déjà, ça doit être lisse. Parce que au départ, c'était présenté comme s'il avait gagné ça pendant Ouais, l'été, pendant quoi. l'été, ouais. On s'était dit, jamais de la vie. Alors, c'est peut-être lissé depuis le moment où il a signé son contrat avec San Antonio. Mais au bout du compte, c'est même pas le cas. Et effectivement, ce qui est quand même toujours assez fascinant avec Victor, c'est de voir à quel point il est précis au sujet de tout ce qui le concerne, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, il a pas simplement dit non, c'est pas possible. Il a dit non, c'est pas possible parce que. Et Mm. puis de toute façon, l'objectif c'est de pas prendre plus de 1 à 5% de masse corporelle par an. Et derrière, il détaille toute sa réponse en expliquant que il a pas de problème à prendre du poids, parce que souvent, on sait que les grands gabarits très fins peuvent avoir du mal à se renforcer musculairement et à prendre du poids. Lui il dit que c'est pas le cas. Et c'est ouais, c'est quand même toujours assez bluffant de voir à quel point tout semble réfléchi, pensé, et en gros, enfin, il a toutes les datas dans sa tête. Limite, t'as l'impression qu'il aurait pu te sortir son programme de préparation physique pour la saison au jour près, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. En plus, voilà, on en a parlé à plusieurs reprises, mais c'est un peu un mythe, enfin, le côté, ouais. Ouais, de toute façon, il faut qu'il se renforce. Oui, il faut qu'il se renforce, mais l'idée, c'est jamais de se renforcer d'un bloc. Sinon, comme il le disait, comme tu le présentais, c'est le meilleur moyen de se blesser, a fortiori pour des gabarits de ce type. Ouais, c'est ça. C'est que moi, ça me surprend un peu toujours l'espèce de fascination autour du poids, autour du muscle. Euh, Déjà, quand on avait vu les. Tu sais, à chaque fois, on me présente des photos avec des épaules balèzes, mais c'est juste, tu sais, le moment. Et après, quand tu les vois, t'as pas l'impression qu'il y a eu forcément un changement de carrure. Le mec qui, moi, sur ces dernières années où j'ai vu un vrai changement de carrure, c'était pour Yanis Antetokounmpo et ça s'est pas fait en un an, tu vois. Mais il y a toujours cette espèce de truc où, bah, forcément, on assimile force avec le gabarit et bien sûr qu'il y a un rapport, mais ça va bien au-delà de ça. Et quand tu fais du sport, que tu connais le sport et que tu es très impliqué au sport de haut niveau, bah, comme bah, forcément Wembanyama, tu comprends voilà, direct, bah non, c'est pas une bonne idée. Le problème, c'est que là, Wembanyama, je pense qu'il est bien entouré, mais il y a des joueurs qui captent pas ça, tu vois. Ben Simmons, notamment, tout le début de ses blessures, il y a quand même eu un moment, oh, bon, il y avait des problèmes de dos, je pense, mais il y a eu aussi un moment où le mec a voulu prendre énormément de muscles, tu vois. Et derrière, son corps n'a pas suivi. Et c'est majeur d'avoir le bon encadrement, la bonne franchise, les bons préparateurs physiques pour te dire non, non, mais attends, ça, c'est pas une bonne idée. Il y a d'autres moyens. Et Wembanyama, je pense, a vraiment compris que bien sûr qu'il doit mieux résister au contact, etc., et que ça passe par de la prise de muscle, mais son jeu va tourner autour de la mobilité énorme qu'il a pour un joueur de sa taille et de toutes les qualités techniques et l'aisance qu'il a pour un joueur de sa taille. Je suis totalement d'accord. Et c'est là que tu sais, il y a toujours cette question de est-ce que c'est un joueur révolutionnaire. Alors, je pense pas dans le sens où il va pas y avoir des mecs de 2,24 m qui vont sortir tous les ans, en fait, avec un potentiel pareil. Par contre, là où je le trouve assez, peut-être, pionnier, en tout cas,
c'est vraiment dans la manière justement dont il a préparé son corps depuis le plus jeune âge, où très vite en fait, ses parents et son encadrement a saisi que il allait être très grand, bien entendu, et que du coup, sa principale qualité, ça serait justement ce dont tu parlais, sa mobilité, sa vélocité, sa souplesse, et la manière d'avoir travaillé sur son corps, mais sur ces aspects-là avant tout. Vous avez tous dû voir ses routines d'échauffement avant les entraînements, avant les matchs, sa souplesse qui est complètement folle, où on le voit faire les exercices de Kadourzani, etc. Ça, je pense que c'est vraiment, l'air de rien, un petit peu révolutionnaire pour les grands gabarits, et je suis assez curieux de voir si pour les prochains prospects de grande taille qui vont commencer à sortir d'un peu partout dans les années à venir, si le focus sur les aspects physiques va pas être mis aussi là-dessus, à la fois pour leur permettre d'être plus performants et aussi pour s'éviter les blessures qu'ont connues la plupart des grands qui les ont précédés, où on s'est dit ouais, il faut qu'ils prennent du poids pour pouvoir s'imposer dans la raquette, et on les mettait dans la salle de muscu, et puis au bout du compte, les genoux, les chevilles, les pieds tiennent pas le coup. Donc ça, c'est vraiment passionnant de suivre la carrière de Victor là-dessus. Yes, allez, on va terminer avec la WNBA et un potentiel lockout qui se profile à l'horizon. Ouais, exactement. Donc, au lendemain quasiment de la finale WNBA dont on parlait hier avec Shai, avec la victoire du Liberty, les joueuses, par l'intermédiaire de leur syndicat, ont décidé donc de sortir du CBA. Vous savez, le fameux contrat qui régit les règles, en gros, entre les joueurs, enfin, le contrat de travail, en gros, entre les joueuses et la WNBA. C'était quelque part prévisible, parce que je crois que le dernier avait été signé en 2020, et on savait très bien que de toute façon, il n'irait pas jusqu'à son terme, qui devait être 2027 ou quelque chose comme ça. Là, vu le développement de la ligue, cette saison notamment, toute la hype autour de Caitlin Clark, mais pas uniquement finalement, parce que les audiences Ouais. ont été très bonnes. Il y a tout, on en a parlé toute la saison, Antoine. Il y a toute une génération de joueuses maintenant avec qui ont pris leur place finalement dans l'espace médiatique. Voilà, les joueuses ont décidé que c'était le bon moment de sortir de ce contrat pour renégocier. Et je vais te dire, peut-être j'ai une quote de Nneka Ogwumike, la joueuse du Seattle Storm, qui est aussi la présidente du syndicat des joueuses, qui explique que voilà, sortir de CBA, c'est pas simplement une question d'argent. La question, c'est de réclamer ce qui nous la part qui nous revient, la part juste qui nous revient dans ce business que nous avons construit, de gagner de meilleures conditions de travail et d'assurer un futur dans lequel le succès que nous sommes en train de créer aujourd'hui, que le bénéfice du succès que nous sommes en train de créer aujourd'hui ira aux joueuses actuelles et aussi aux joueuses des générations à venir. Nous ne demandons pas un CBA qui reflète notre véritable valeur, nous l'exigeons parce que nous l'avons demandé. Et c'est vrai que souvent, de manière un peu caricaturale, on dit mais oui, mais elles peuvent pas gagner autant que les garçons. En fait, c'est jamais ce qui a été demandé. Elles ont jamais demandé, les stars de WNBA ont jamais demandé à gagner autant que LeBron James. C'est pas ça la question. Par contre, ce qu'elles ont toujours demandé, ce qu'elles continuent de demander, c'est une répartition plus juste des revenus créés par la ligue. On sait que en NBA depuis le dernier depuis le dernier CBA, je crois que c'est 51% des revenus générés par la ligue qui reviennent aux joueurs. Si je me trompe pas, je crois qu'en WNBA, c'est 19%. Donc Ouais, on elles voit le demandent, gap. elles aussi, c'est ça qu'elles demandent quand elles disent on veut, pareil, elles veulent le 51-49. Ouais. Voilà, en tout cas, elles veulent des mesures plus justes. Elles veulent aussi un meilleur plan de sécurité sociale, tout simplement, que ce soit pour la santé, que ce soit pour des congés maternité. Tout un tas de choses qui sont très logiques dans le milieu professionnel classique, entre guillemets. Et ce qui est intéressant quand même, c'est... Je veux pas que ça soit simple, qu'on pense que c'est simplement l'effet Caitlin Clark, parce que c'est quand même cette génération de joueuses qui fait du bon travail sur le terrain, mais aussi en dehors. Je vais revenir simplement en 2020 dans la bulle, et avec, tu sais, le moment où la NBA a décidé, les joueurs NBA ont décidé de faire grève après l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Au début, les filles se sont mobilisées bien plus vite. Donc c'est une ligue dans laquelle les joueuses ont conscience de leur talent, ont conscience de leur place dans la société et de ce qu'elles méritent et de ce qu'elles veulent atteindre. Et voilà, ça me semble assez logique pour que vous sachiez. Donc, ils ont jusqu'à la prochaine saison, donc ils ont un an complet quasiment pour s'accorder. Il faut savoir aussi que la WNBA et la NBA ont re-signé un contrat extrêmement lucratif de distribution des droits télé. Donc voilà, la ligue va générer beaucoup d'argent.
Donc voilà, j'ai l'impression que de part et d'autre de ce que j'ai pu lire, on sera pas il n'y aura pas forcément un lockout, donc une grève. Il y a une année complète pour trouver un terrain d'entente et pour que ces joueuses puissent avoir voilà, un contrat de travail et des conditions de travail qui soient plus justes au vu de ce qu'elles apportent. Et ça serait évidemment mérité. Je pense que de toute façon, elles sont en position de force aujourd'hui pour négocier. Il y a un engouement, comme tu l'as dit, de plus en plus fort. Ça serait que logique de toute façon qu'elles aient accès à ce type de droit et à une meilleure répartition des revenus engendrés par la Ligue. Théo, on va s'arrêter là-dessus. C'était notre dernier CQFR sans match NBA. Demain matin, on sera au rendez-vous pour débriefer du coup les 2 matchs, je vous les répète, Celtic Knicks et Lakers Timberwolves. Donc ça y est, ça reprend. Vous soyez au rendez-vous sur Basket Session tous les matins, on sera présent. On vous racontera ce qu'on voit, ce qu'on a vu, ce qu'on apprécie ou ce qu'on apprécie moins. Comme chaque année maintenant. Ouais. On en parlait un petit peu, on en parlait un petit peu tous les deux dans le podcast qu'on a fait hier, justement, de ce qu'on attendait pour la saison, Oui. notre façon de consommer, entre guillemets, le basket et la NBA. Voilà, si ça vous intéresse d'aller jeter une oreille à tout ça. Yes, carrément. Et carrément, c'est disponible sur Basket Session, sur la chaîne YouTube Basket Session. Et puis, des infos sont sur basketsession.com. Écoutez, sur ce, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao à tous!